Bonjour à tous. Donc la fois précédente, on avait revu les paramètres pronostiques. On est toujours dans la suite de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à effet réduite. Et on s'était arrêté au traitement. Donc c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc encore une fois, que la FE réduite. On fera les autres formes d'insuffisance cardiaque un peu plus tard. Et je vous ai déjà montré à pas mal de reprises cet algorithme, qui est l'algorithme 2021, qui va probablement être modifié en 2026, puisqu'il y aura les nouvelles recos cette année. Et on met sur un même pied d'égalité les quatre piliers du traitement, les quatre fantastiques, avec pour tous les patients l'éducation des patients, la prise en charge multidisciplinaire, le réentraînement à l'effort. Pour tous les patients à FE réduite, la quadrithérapie. Et après, on rajoute les diurétiques anti la congestion, le traitement électrique, le traitement mécanique, etc. Donc les traitements diurétiques, on avait rappelé la dernière fois que le tubule est là pour réabsorber 99% de ce qui filtre. Et donc le tubule est fait pour de la réabsorption, notamment de sodium, mais pas que. L'essentiel de la réabsorption de sodium se fait sur le tubule proximal. Ensuite, vous avez une partie, à peu près donc 60-70% du sodium est réabsorbé sur le tube proximal. La branche ascendante de l'os de Henle réabsorbe à peu près 25% du sodium qui a été filtré dans la chambre glomérulaire. Le tube distal réabsorbe à peu près 5% du tube qui reste, du sodium qui reste. Et le canal collecteur, pareil, les 5% terminaux. Donc vous filtrez 150 litres d'urine primitive par jour. Et à la fin, en sortie, vous avez 1,5 litre à peu près de diurèse quotidienne. Les diurétiques que vous allez utiliser vont donc agir aux différents endroits du tubule. Sur le tubule proximal, vous avez les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, donc l'acétazolamide, le diamox. Vous avez les inhibiteurs du HGLT2. Sur la branche ascendante de la lance de Henle, vous avez les diurétiques de lance. Sur le tube distal, vous avez les thiazides. Sur le tube collecteur, vous avez donc les NAC inhibiteurs, ce qu'on utilise très peu en cardio, et les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde. Et on peut utiliser parfois, ça nous arrive rarement, les Vaptans sur les récepteurs à la vasopressine au niveau du tube collecteur. Les diurétiques qui ont la meilleure rentabilité, c'est-à-dire pour une dose, le meilleur potentiel natriurétique induit, c'est ceux qui vont agir au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle. C'est pour ça que vous utilisez l'argamanu, les diurétiques de l'anse, parce que c'est eux qui ont le plus fort pouvoir de natriurèse par rapport aux autres. Ce qu'on représente ici sous la forme de la fraction d'excrétion de sodium, c'est effectivement les diurétiques de l'anse qui ont le plus fort potentiel de déclenchement de natriurèse. Et en fait, pour déclencher une natriurèse, il faut empêcher la réabsorption de sel. Tous ces mécanismes d'action, c'est empêcher ces différents canaux, enfin ces différents récepteurs d'agir. C'est ça que vous faites avec vos diurétiques en fait. Vous empêchez le tubule de faire son boulot. Sauf que le tubule est fait pour absorber du sel. Donc on va voir qu'il y a des mécanismes de compensation qui se mettent en place pour de toute façon réabsorber du sel et induire une résistance aux diurétiques que vous mettez. Donc les diurétiques de lance, ils ne sont pas sécrétés dans la chambre glomérulaire. Ils sont sécrétés un peu plus bas dans le tube proximal. Ils ne sont pas filtrés parce qu'ils sont portés par l'albumine. Si vous avez un patient qui a une hypoalbuminémie, vous aurez moins de furosémide ou moins de bumétanide qui va arriver jusqu'à votre rein. Donc ils sont transportés par l'albumine, ils arrivent par le vaisseau et ils sont sécrétés au niveau du tubule distal, du tubule proximal. Ils rentrent dans le tubule au niveau de la branche descendante de l'anse de Henle et ils vont agir ici sur la branche ascendante de l'anse de Henle. Donc premier message, il vous faut de l'albumine pour transporter votre diurétique. Si vous avez un patient qui est très sévèrement dénutri avec une hypoalbuminémie très basse, il faut des doses beaucoup plus fortes pour pouvoir transporter votre furosémide jusqu'au niveau du tubule. Et ensuite, il est sécrété. Et donc, si vous avez des problématiques d'insuffisance rénale notamment, vous allez avoir moins de sécrétion dans le tubule. Et donc pareil, pour les patients avec une insuffisance rénale chronique, il faut des plus fortes doses pour arriver à un effet similaire. Donc il rentre dans le tubule en passant par la membrane. Vous avez ici le vaisseau, ici le tubule à droite. Donc ça passe par deux transporteurs, OAT1, OAT2. Ça est transporté dans le tubule et ça agit ensuite en bloquant le cotransporteur sodium-potassium-chlore, qu'on appelle le NKCC2.
ça le bloque, et donc vous empêchez la réabsorption de sodium. C'est comme ça que vous induisez une natriurèse, en empêchant la réabsorption de sodium au niveau de l'anse de Henle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui vont induire une perte d'efficacité de votre traitement. Le premier, donc si vous regardez la courbe en bleu, c'est la réponse natriurétique, l'excrétion de sodium est ici, en fonction de la concentration de votre traitement diurétique de l'anse. Chez un sujet sain, la courbe en bleu, vous avez, à partir d'un certain seuil de concentration sérique qui est assez bas, vous déclenchez une natriurèse, elle va être croissante en fonction de la dose, avec une pente qui est assez rapide, et vous arrivez à un effet plafond. Chez un patient qui a soit une insuffisance cardiaque, notamment aiguë, soit une maladie rénale chronique, soit les deux, vous avez d'abord un retard de seuil de déclenchement de la natriurèse. Il vous faut une concentration plus forte pour arriver à déclencher une natriurèse, et ensuite vous avez un effet plafond qui est beaucoup plus marqué. Donc les néphrologues, vous savez, quand ils cherchent sur un patient en maladie rénale terminale à déclencher une diurèse, ils partent directement sur des très fortes doses, 1 g de furosémide. D'accord ? Deuxième chose qu'il faut comprendre, les mécanismes de compensation. Vous forcez le tubule à pisser du sel, et lui va compenser de toute façon par d'autres endroits en hyper-réabsorbant du sel. Donc, il y a deux phénomènes qu'il faut comprendre. Le premier, c'est ce qu'on appelle le bracking. Vous voyez ici, vous administrez une dose de diurétique de l'anse en bolus. D'accord ? Vous répétez ça au fur et à mesure du temps. Ce qui est en bleu, c'est quand vous déclenchez une certaine natriurèse. Et vous voyez que quand vous répétez vos bolus de diurétique, en fait, vous avez une réponse natriurétique au fur et à mesure du temps qui est moins importante. Ce qu'on appelle le bracking. Le bracking, c'est une diminution de l'effet natriurétique pour des doses identiques répétées par une hyperréabsorption, notamment ailleurs, c'est-à-dire au niveau du tube proximal et du tube distal. Et le deuxième phénomène qu'il faut comprendre ici, c'est la rétention post-administration de traitement. C'est ce que vous voyez ici en rose. Vous arrivez à la fin de votre traitement diurétique. Là, juste avant, vous voyez la natriurèse résiduelle d'un patient, avant l'administration diurétique. On est à peu près à 30 millimoles toutes les 6 heures. Et là, vous administrez le diurétique, et juste après, une fois que vous êtes retombé sous le seuil natriurétique, sous la concentration sérique qui déclenche une natriurèse de votre traitement, vous voyez que vous avez un effet anti-natriurétique, une hyper-réabsorption de sodium pour compenser. Et donc vous alternez non seulement une moindre réponse au diurétique avec le bracking quand vous administrez des doses répétées, mais en plus, vous avez derrière une hyper-réabsorption compensatrice de sodium pour compenser ce que vous avez fait perdre au tubule. Alors la décongestion d'un patient, elle va s'expliquer par la différence d'air sous la courbe entre natriurèse et réduction de la natriurèse. D'accord ? Donc le bleu moins le rose. C'est ça qui a fait dire qu'il valait peut-être mieux utiliser des seringues électriques plutôt que des bolis répétés. Bon, ça a été testé dans une étude, on n'a pas démontré la supériorité des seringues, mais ça peut être en faveur quand même de l'effet, peut-être un petit peu supérieur, mais ce n'est pas du tout prouvé, de la seringue électrique par rapport au bolis. Alors quelle dose vous faites ? Vous regardez la dose que prend le patient, s'il a déjà un traitement diurétique, et vous adaptez en fonction de la dose que prend le patient. Et ensuite, après, vous adaptez soit sur la natriurèse, soit sur la diurèse. Un patient qui n'a pas de diurétique par voie orale, ou qui prend une faible dose, moins de 80 mg, vous lui faites un bolus de 40, et s'il est très congestif, vous laissez ensuite passer une seringue électrique à 125 mg. Encore une fois, ça dépend du niveau de congestion. Le patient qui a une très légère surcharge, vous ne lui mettez pas systématiquement une seringue électrique. Surtout la petite mamie âgée que vous allez déshydrater après, et chez qui vous allez tomber dans la iatrogénie. Le patient qui a entre 80 et 160 mg péros, le bolus c'est 80 mg, et ensuite on est sur des doses à 250 mg par jour. Le patient qui a besoin de base d'une dose de diurétique péros entre 160 et 240, c'est là encore le bolus de 80 et la seringue de 500 mg par jour. Et le patient qui a plus de 240 mg de furosémide par jour, c'est le bolus de 80 et 750 par jour.
Ce protocole-là, c'est un protocole qui a été validé dans une étude, qui était une étude qui comparait diurétique et ultrafiltration, l'étude CARES. Et avant CARES, chacun faisait un peu sa sauce avec les traitements diurétiques. Il n'y avait pas de protocole standardisé, réglé. Et donc on disait, oui, il y a beaucoup de résistance aux diurétiques de Lens. Mais en fait, c'est parce qu'on ne les utilisait pas très bien. Et du coup, il a fallu standardiser l'utilisation. Donc maintenant, dans toutes les études de diurétiques que je vais vous montrer, il y a des protocoles standardisés d'administration de diurétiques, qui sont en fait essentiellement basés sur CARES. On peut rajouter des thiazides. Alors là, dans le protocole de CARES, c'était du métolazone qu'on n'a pas en France. Mais on peut rajouter des thiazides. Nous, en France, on a l'hydrochlorothiazide, si besoin, en fonction de la dose de diurétique que le patient prend. Après, vous regardez votre natriurèse à 2 heures, ou vous regardez à 24 heures la diurèse et la perte de poids, et vous ajustez la dose. Alors, les diurétiques de Lens, ils ont un effet intéressant sur l'insuffisance cardiaque, mais on va voir qu'ils ont aussi des effets délétères. C'est pour ça que la meilleure dose d'un diurétique de Lens chez un insuffisant cardiaque, si on peut s'en passer, c'est mieux, c'est 0. Dans les effets positifs, évidemment, donc, ils vont induire une natriurèse et négativer la balance hydrosodée. En faisant ça, ils vont réduire les pressions de remplissage, réduire la dilatation ventriculaire, réduire la fuite mitrale, le stress pariétal, et du coup améliorer la fonction cardiaque. D'accord ? Un autre truc qui n'est pas très connu, c'est qu'ils ont aussi un effet sur les vaisseaux. Et ce sont des vasodilatateurs. Vous prenez une souris anéphrique qui n'a pas de rein, vous lui mettez une injection de furosémide, vous la mettez en OAP, vous lui mettez du furosémide, son OAP s'améliore, parce que vous avez un effet de vasodilatation. Et cette dilatation, notamment pulmonaire et splanchnique, permet d'améliorer aussi la fonction rénale. Le revers de la médaille, malheureusement, c'est que les diurétiques de Lens, ça active le SRA. Et on l'a déjà dit, dans l'insuffisance cardiaque à effet réduite, le système rénine-angiotensin-aldostérone est activé. Plus son activation est importante, plus vous allez mourir ou avoir d'événements. Et donc, ce n'est pas très logique de rajouter une source d'activation du SRA, puisqu'on cherche à le bloquer par ailleurs. Et c'est pour ça que si on peut se passer d'un diurétique, on s'en passe. Cette activation du SRA, elle va notamment favoriser un remodelage tubulaire, on va le voir après, une hypertrophie compensatrice sur le tube distal et une résistance du tubule au diurétique. Dans les autres effets secondaires des traitements, l'autotoxicité, c'est parce qu'on a des récepteurs OAT1 au niveau des oreilles. Donc, quand vous avez des patients qui prennent des fortes doses de diurétiques, notamment sur des bolies, vous pouvez avoir même des baisses assez aiguës, des fois, d'acuité auditive. Ça arrive. Et puis, vous savez que vous êtes potentiellement hyponatrémiant, hypokaliémiant, hypomagnésémiant, hyperuricémiant. La crise de goutte, la principale cause de crise de goutte en cardiologie, c'est le traitement diurétique. Et on induit aussi une alcalose métabolique avec la diurétique de Lens. Et c'est pour ça qu'il faut aussi surveiller vos bicarb quand vous décongestionnez un patient, pas seulement le potassium et le sodium, mais vraiment les bicarb pour voir si vous ne commencez pas à être délétère. Et auquel cas, on rajoute un inhibiteur de l'anhydrase carbonique, l'acétazolamide, qui vous permet de pisser ce bicarb en plus. Donc sur les diurétiques de Lens, la meilleure dose c'est 0. Le mode d'administration, un peu comme vous voulez. Seringue électrique, c'est validé dans les protocoles, mais on n'a pas démontré que c'était beaucoup plus efficace que les bolis répétés. La surveillance de la natriurèse comme témoin de l'efficacité de votre traitement diurétique. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes aux urgences, que vous recevez un patient en œdème pulmonaire, vous lui faites le bolus de diurétique, votre natriurèse à 2 heures, elle est parfaitement corrélée avec la perte de poids à 24 heures, avec la diurèse à 24 heures. Et donc vous avez avec la natriurèse à 2 heures sur un simple prélèvement urinaire, un marqueur qui vous dit très vite si votre dose de diurétique va être suffisante ou pas suffisante. Deuxième classe, on rentre sur le tubule proximal, les inhibiteurs du SGLT2. Les ISGLT2, traitement incontournable de l'insuffisance cardiaque, que ce soit FE réduite, FE préservé.
pour plein de raisons, notamment certaines qu'on n'a pas encore bien comprises. Un des mécanismes d'action, mais ce n'est pas le principal, c'est l'effet sur le rein. C'est natriurétique et c'est glycosurique. Donc empêcher la réabsorption de sucre au niveau du tube proximal, met du glucose dans le tubule proximal et vous augmente l'osmolarité dans le tubule, donc vous induisez une diurèse osmotique par ces mécanismes. Et en plus, vous avez un effet natriurétique puisque vous empêchez la réabsorption de sodium à ce niveau-là. Donc, on a démontré depuis très longtemps que quand on met une glyphosine, là dans l'étude Humpel c'était l'AMPA, par rapport à un placebo, on avait plus de perte de poids sur des patients qui sont hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë, plus de perte de poids par rapport à une dose standardisée de diurétique, un peu plus d'aggravation initiale de la fonction rénale, on en reparlera, pas d'effet significatif sur le potassium, etc. Donc, les ISGLT2, traitement de base de l'insuffisance cardiaque, très utile, nécessaire quand vous avez un patient qui est congestif. C'est très efficace aussi quand le patient n'est pas congestif, mais quand vous cherchez à le décongestionner, vous laissez un ISGLT2. Un insuffisant cardiaque qui arrive, qui est plein et qui a une fonction rénale qui se dégrade, on n'arrête surtout pas l'ISGLT2. Sur le tube proximal, donc les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, donc l'acétazolamide. L'acétazolamide, donc je vous ai montré tout à l'heure sur le... Je reviens sur le schéma. Donc, va jouer sur le tube proximal sur ce récepteur, bloquer la réabsorption de bicarbonate et de sodium à cet endroit-là, et vous allez avoir une augmentation de la réponse natriurétique et vous évacuez dans le tubule du bicarbonate. Donc ça a été testé dans l'étude ADVOR, l'association systématique à une dose de diurétique standardisée chez des patients en insuffisance cardiaque aiguë, FE réduite mais aussi des FE préservés. Donc les patients, ils ont tous une dose standardisée de diurétique de Lens, et ensuite on leur administre versus placebo de l'acétazolamide, donc du Diamox, 500 mg en infusion lente sur 30 minutes, 500 mg 3 jours de suite. Et on regarde le critère principal qui était la décongestion après 3 jours, et on a une amélioration plus importante de la décongestion dans le groupe acétazolamide que dans le groupe placebo. Donc plus de décongestion, une décongestion en sortie qui est plus importante. Les critères de l'étude étaient assez simples, et finalement une étude qui démontre bien l'intérêt de la potentialisation d'un traitement diurétique par l'acétazolamide. Donc aujourd'hui, vous pouvez tout à fait utiliser de l'acétazolamide en plus pour décongestionner un patient. Et les doses que vous faites, c'est 500 mg 3 jours de suite. On a démontré depuis dans ADVOR que l'intérêt de l'acétazolamide, c'est qu'il est même encore plus efficace en cas de DFG ABC. Donc sur un DFG ABC, je vous ai dit que vous êtes obligé d'utiliser des plus fortes doses de diurétique de Lens, mais c'est particulièrement intéressant chez des patients avec des DFG bas d'utiliser de l'acétazolamide. Et son efficacité, je n'ai pas mis tous les papiers là, mais son efficacité, elle est encore plus marquée quand vous avez un patient qui est en alcalose métabolique. Donc très très bon traitement en association au traitement diurétique. Pas d'hyperkaliémie induite et pas d'hyponatrémie induite. Donc traitement facile d'utilisation, simple, et on a beaucoup changé nos pratiques là depuis la publication des résultats de l'étude il y a 3 ans. Ouais. C'est quoi le rationnel de le faire que 3 jours? Par rapport à la congestion initiale des patients. Parce que dans ces études-là, quand tu reçois des patients, toutes les études sont faites sur une durée courte, parce que tu n'as pas forcément des patients qui arrivent avec 10-15 kg de flotte en trop. Ou alors tu hyper sélectionnes des patients, tu réduis le nombre de patients que tu inclus dans l'étude, et c'est plus difficile d'inclure. Donc pour que ça s'adresse au plus grand nombre, il faut des patients qui ont
on va dire, des quantités de congestion variables. Et donc, tu ne peux pas faire ça pendant 5 jours, 6 jours, si tu as des patients qui finalement sont réglés en 72 heures. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas laisser. Ah non, 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 non. Le protocole était fait comme ça. Donc l'étude te dit ça. Mais après, si tu as un patient qui reste très congestif, tu peux tout à fait l'utiliser plus. Alors, il faut bien comprendre que, pour les raisons dont on a un peu parlé tout à l'heure, quand vous allez avoir une administration répétée de traitement diurétique, vous avez progressivement une résistance qui s'instaure. Je vous ai dit, vous répétez les injections et vous voyez que vous avez moins de natriurèse et moins de diurèse et moins de perte de poids au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que y a tout un tas de raisons qui favorisent ça. Certaines raisons, alors quand on parle des causes de résistance aux diurétiques de Lens, donc c'est moins d'efficacité sur une dose donnée. Alors on va vous rappeler des choses évidentes, mais les problèmes d'adhérence, traitement diurétique, pour les patients, c'est le traitement qui a l'efficacité la plus visible, mais c'est aussi celui qui est le plus contraignant. Quand vous discutez avec les patients, une fois qu'ils l'ont pris le matin, ils ont du mal à sortir de chez eux quand même. Il faut bien leur redire que la dose, c'est la dose de la journée. D'accord? Donc s'ils ont un truc à faire le matin, s'ils ont une course à faire ou autre, ils peuvent le prendre à midi, c'est pas un problème. Le soir, c'est plus contraignant parce que après, ils vont se lever toute la nuit, mais on peut décaler sans problème l'horaire de prise. Certains patients vous disent, je le prends le soir parce que c'est plus efficace. En fait, c'est pas qu'il est plus efficace, c'est que la nuit, en étant en position déclive, allongée, vous avez moins de pression sur les veines rénales et on favorise en fait la diurèse. Donc les instants cardiaques, ils ont tendance à remarquer qu'ils pissent plus la nuit. Et donc certains vous disent, ah ben je le prends le soir parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace. Il y a un effet mécanique qui n'est pas lié directement au traitement. Une des causes de résistance au traitement diurétique de Lens, ça peut être les problématiques d'absorption. La biodisponibilité du furosémide, elle est de l'ordre de 40-60% à peu près. Donc seulement une partie de ce que vous prenez par la bouche va être réellement absorbé au niveau digestif et ensuite utilisé au niveau des reins. Si vous prenez du bumétanide par exemple, sa biodisponibilité est bien meilleure. Et plus vous avez un patient avec congestif, plus vous avez d'œdème au niveau intestinal, moins vous aurez d'absorption de traitement diurétique. C'est pour ça que passé un certain stade, il vaut mieux passer sur la dose, le traitement intraveineux, parce que vous évitez ce problème d'absorption. La maladie rénale, on en a parlé, moins de sécrétion de traitement dans le tubule. L'hypoprotidémie, l'hypoalbuminémie, moins de transport de votre traitement jusqu'au niveau du tubule. Les AINS réduisent l'efficacité des traitements diurétiques. Mais la principale cause de résistance au traitement diurétique, c'est le remodelage au niveau du tubule. Ça a été validé dans cette étude, mais peu importe. Ce remodelage, il va se manifester notamment sur le tube distal. Donc ici, vous voyez un patient à qui vous administrez un diurétique de Lens. Vous bloquez la réabsorption au niveau de la branche ascendante de l'os de Henle qui est schématisée au milieu. Mais vous avez une réabsorption qui est faite au niveau du tubule proximal et du tubule distal. Quand vous continuez d'administrer un traitement diurétique au long cours, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc une natriurèse qui est représentée par l'intensité de la flèche dans le tubule en noir qui est plus marquée, et vous induisez une hypertrophie compensatrice des cellules du tube distal, avec une hyper-réabsorption compensatrice de ce que vous avez bloqué en amont au niveau du tube distal. Et donc c'est là que l'administration d'un diurétique thiazidique va permettre d'empêcher cette réabsorption sur le tube distal. Donc la co-administration d'un thiazide est un très bon moyen d'aller lutter contre la résistance tubulaire au diurétique de Lens. Donc ça fait très longtemps qu'on l'utilise en association. C'est validé dans cette étude chlorotique en 2022. Toujours pareil, des patients d'insuffisance cardiaque aiguë, dose standardisée de furosémide et on randomise l'hydrochlorothiazide versus placebo. Ça améliore un critère qui était une espèce d'échelle visuelle analogique de dyspnée, mais surtout plus de décongestion. Plus de décongestion, mais pas moins de mortalité, pas moins de réhospitalisation, plus d'hyponatrémie, plus d'hypokaliémie. Et faites très attention. Alors, à l'hôpital, c'est facile d'utilisation parce que vous surveillez vos patients et vous les bilantez tous les jours sous diurétique. Quand ils sont en ville, l'utilisation est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus risquée.
parce que vous n'avez pas le même niveau de surveillance. Et on peut avoir des hypocalémies très sévères, des hyponatrémies sévères, des patients qui se lyophilisent à la maison. Voilà. Donc, encore une fois, l'utilisation des traitements intraveineux à l'hôpital n'est pas forcément le schéma que vous allez utiliser par voie orale à la maison après en relais. Sur les diurétiques, est-ce que vous avez des questions? Donc, vous avez vu, on peut bloquer le tubule à plusieurs niveaux. Et tous ces traitements peuvent avoir des effets complémentaires entre eux. Après, c'est de la cuisine, c'est des habitudes de prescription. Voilà. Mais maintenant, il y a des protocoles standardisés d'administration des doses. Il n'y aura pas de gros changements dans les recos à venir l'année prochaine, puisque il y a eu le torzémide, qui est un diurétique de l'anse, a été testé, soi-disant avec une meilleure efficacité. L'étude n'a pas montré de supériorité, mais sur des critères qui étaient très ambitieux de mortalité et ce genre de choses. Donc il n'y aura pas de modification des recos sur l'utilisation des diurétiques. François, je vais vous dire en direct, mais l'amyloride, est-ce qu'il y a déjà eu des études à ce sujet? En cardio, dans l'insuffisance cardiaque, pas trop. Pas trop. On est sur donc les NAC inhibitors, c'est très peu utilisé. Les néphros l'utilisent un petit peu, mais c'est vraiment pas le diurétique le plus utilisé. Donc, on a fait donc les diurétiques, ça c'est uniquement quand il y a de la congestion, quand il y a besoin, et la meilleure des doses, c'est 0. Maintenant, les traitements qui sont absolument essentiels dans l'insuffisance cardiaque, aujourd'hui, vous avez 4 familles de traitements. La quadrithérapie. Il y a régulièrement des progrès, donc cette quadrithérapie, elle sera peut-être amenée encore à évoluer dans les années à venir. Dans les nouvelles recommandations, on parlera d'autres classes pharmacologiques qui ont eu des études récentes, dont certaines n'ont pas été aussi impressionnantes que ce qu'on voudrait, mais on sait qu'on aura des progrès dans les années à venir. Donc aujourd'hui, la base du traitement, c'est la quadrithérapie. Alors l'histoire de ces traitements, c'est les années 80, fin des années 80, c'est les IEC, avec notamment la première étude, on avait consensus en 87. On a eu le programme SOLVED avec l'enalapril tout début des années 90. Ensuite, on a toutes les études sur les bêta-bloquants. Donc Carvedilol 96, Cibis2 99. Dans les années 90, après, c'est les bêta-bloquants. Et on arrive dans les années 2000, où on a donc en 99 l'étude RAILS, ARM, la spironolactone. Et puis après, on a testé donc, les sartans à la place des IEC, ce genre de choses. En vert, là, en bleu, c'est les études de défibrillateurs. Voilà. Donc, dans les années 2000, les traitements recommandés, c'était une trithérapie, bêta-bloquant, IEC, ARM, avec un gros retard d'utilisation des ARM pour une mauvaise publicité pas très pertinente. Et puis, on arrive, donc on a Emphasis, l'étude Emphasis, c'est les plérénones en 2011, et 2014, Paradigme. Paradigme, sacubitril valsartan. On a commencé à l'utiliser en France en 2016, en Tresto. Et puis, quelques années de trou, donc là on est toujours sous la quadrithérapie. Donc à cette époque-là, les recommandations, c'était d'abord IEC, puis bêta-bloquant, puis ARM. Ensuite, dans les recos des années 2008, par exemple, 2012, c'était bithérapie bêta-bloquant IEC, puis on rajoute l'ARM. Les recos de 2016, c'est bithérapie bêta-bloc IEC, s'il tousse, s'il a un angioëdème, on met un sartan. On rajoute l'ARM ensuite, et s'il est symptomatique encore, on switch pour du sacubitril valsartan. Et donc cette accumulation des traitements par strate, elle a conduit à de l'inertie, avec des patients qui étaient toujours à des doses insuffisantes de traitement, qui ne recevaient pas toujours les classes. Et malheureusement, 3 mois, 6 mois après la découverte de la maladie, beaucoup de patients qui étaient encore sous-traités. Donc, quand on a eu la 4e famille de traitement qui est arrivée à partir d'APA-HF, l'étude dont je vous parlerai 2019, et en ProReduced 2020, on a dit on va arrêter cette accumulation séquentielle des traitements, on perd du temps, ça ne conduit qu'à faire de l'inertie, donc on va changer l'esprit des recommandations. Les recommandations jusqu'à présent, elles étaient basées sur l'histoire des découvertes de traitement, mais ce n'est pas logique, par exemple, de commencer par le traitement le moins efficace. De la quadrithérapie, le traitement le moins efficace, ce sont les IEC. Ce n'est pas logique de commencer par les IEC. Et ce n'est pas parce que dans l'ordre historique, c'était les IEC qui ont été testés,
qu'il faut forcément continuer à faire ça. Donc en 2021, dans les recours, on a renversé les tables, on a dit allez stop, on arrête ça, on arrête le séquentiel, on perd du temps, on perd des patients du coup, on fait perdre des chances aux patients, donc on va modifier tout ça. Maintenant, on vous dit les 4 piliers du traitement, très vite, l'introduction avant la sortie de l'hôpital des 4 classes, et ensuite, vous les revoyez très vite et vous les titrez. Et ça, pour le coup, c'était le bon message à faire passer pour changer un peu les habitudes qu'on avait et l'inertie qui était induite. Donc, les bloqueurs du SRA. Les bloqueurs du SRA, c'est un des systèmes qui a été découvert. Alors, on avait, je ne sais plus comment s'appelait le mec qui avait fait ça au début du XXe siècle, il broyait des reins de lapin, il le filtrait, et puis il l'administrait à des souris, et il se rendait compte qu'il déclenchait de l'hypertension chez les souris. Donc ça, c'est la découverte de la rénine. Voilà. Ensuite, on a fini par découvrir des molécules comme l'angiotensinogène et l'enzyme de conversion. Et notamment, à partir de cette vipère brésilienne, du venin de cette vipère brésilienne, cette vipère, quand elle vous pique, vous avez des patients qui meurent par un collapsus majeur. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le venin, il y avait une substance qui était la bradykinin et une autre substance qu'on a appelée l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et donc, ce venin de vipère induit une vasoplégie majeure. Et donc, vous comprenez l'idée, puisqu'on a des molécules qui sont capables d'induire une vasodilatation, on va essayer de les utiliser comme traitement. Alors, les débuts ont été un peu chaotiques, mais finalement, on a fini au bout de quelques années par arriver à l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Le schéma d'action, vous le connaissez déjà. Donc l'angiotensinogène est sécrété par le foie, va être transformé en angiotensine 1. L'angiotensine 1 est convertie en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et l'AT2 va agir sur des récepteurs AT1, des récepteurs AT2. Quand elle joue sur ces récepteurs AT1, elle a des effets délétères, ceux que vous connaissez, c'est-à-dire la vasoconstriction, l'activation de la sécrétion d'aldostérone et la rétention hydrosodée, des phénomènes d'hypertrophie cellulaire, de favorisation éventuellement de l'apoptose, l'activation du SRA par la stimulation des récepteurs AT1 stimule le sympathique, d'accord? Donc ça, c'est l'effet délétère des récepteurs AT1. Et l'angiotensine 2, quand elle se fixe sur les récepteurs, elle a aussi des effets bénéfiques quand elle se fixe sur les récepteurs AT2, où là, elle a des effets inverses, c'est-à-dire notamment un effet antiproliférant et un effet un peu de vasodilatation potentielle sur l'augmentation de la production de NO. C'est pour ça qu'on a d'abord commencé par bloquer ce qu'on savait bloquer, c'est-à-dire l'enzyme de conversion par les IEC. Et après, on a développé les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, les sartans, en se disant, avec les sartans, on va bloquer le système ici. Donc, on aura l'effet bénéfique de la stimulation des récepteurs AT2 et on n'aura pas l'effet délétère de la stimulation des récepteurs AT1. Donc, sur le papier, les sartans, quand ils ont été développés, étaient censés être meilleurs que les IEC. Et puis, la vraie vie a démontré que ce n'était pas le cas. Et donc, on a fini par repartir sur la paillasse pour comprendre qu'en fait, l'enzyme de conversion, elle avait aussi un effet de dégradation de la bradykinine. La bradykinine qui est un puissant peptide vasodilatateur, et que l'accumulation de bradykinine par l'activation des récepteurs BK2 va induire une vasodilatation, une natriurèse et une diurèse. Donc, quand vous bloquez le système par les sartans, vous avez certes l'effet potentiellement positif de la stimulation des récepteurs AT2, mais vous ne permettez pas d'accumuler de la bradykinine et d'avoir ces effets positifs. Et quand vous bloquez le système plus haut par les IEC, vous avez cet effet positif sur la voie d'utilisation de la bradykinine, mais vous perdez l'effet potentiellement bénéfique de la stimulation des récepteurs AT2. Donc l'un dans l'autre, IEC, sartan, jeu égal. Il n'y a aucune supériorité de l'un par rapport aux autres. Chez qui on utilise des sartans, maintenant tout est génériqué, donc c'est pas grave, mais vous allez utiliser les sartans préférentiellement chez les gens qui toussent sous IEC ou chez les patients qui ont un angioœdème sous IEC. On a aussi testé des inhibiteurs de rénine, des antirénines,
ça n'a pas donné de preuve d'efficacité dans l'insuffisance cardiaque. Et même dans l'hypertension, c'est un traitement qui est plus trop utilisé. C'était la liste qui reste. Donc finalement, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de progrès, on est toujours sur les IOC. Les bêta-bloquants ont un effet anti-rénine. Donc les bêta-bloquants, vous ne les donnez pas pour traiter l'hypertension, ce n'est pas un bon antihypertenseur, mais ça a un effet antihypertenseur, non pas par le côté je bradycardise ou j'ai un effet sur le cœur, mais juste parce qu'ils ont une action anti-rénine. Le SRA active le sympathique active le SRA. Quand vous bloquez l'un, vous bloquez en partie l'autre. Donc vos IEC, ils vont être vasodilatateurs. Ce sont des vasodilatateurs artériels, mais aussi un peu veineux. Ils vont avoir un effet d'inhibition de la sécrétion d'aldostérone et donc limiter la rétention hydrosodée. Ils vont corriger la dysfonction endothéliale, en partie. On a démontré donc que par l'inhibition de l'aldostérone et de la vasopressine, donc ils vont diminuer la rétention hydrosodée, ils vont avoir un effet natriurétique. Et au niveau cardiaque, tout ça résulte d'une amélioration de la fonction ventriculaire gauche, augmentation de la fraction d'éjection, réduction des volumes ventriculaires, réduction de la fuite mitrale, réduction des pressions, réduction de l'hypertrophie ventriculaire gauche et réduction de la fibrose. Donc voilà pourquoi vous mettez des bloqueurs du SRA quand vous avez un patient sans cardiaque. Parmi les autres effets potentiels, ça a démontré quand même un petit ralentissement de l'athérosclérose. Donc on les utilise aussi chez le coronarien. Bon, l'effet anti-agrégant, il est mineur, donc on n'en parle pas. Et donc la première étude, c'est l'étude consensus. Là, on est en 87. On prend des patients extrêmement sévères. Vous voyez les taux de mortalité, là, c'est de la mortalité. Vous voyez, mortalité à 3 mois dans le groupe placebo, 40%. Mortalité à 6 mois, on est à 45% de mortalité à 6 mois. Donc voilà, à l'époque, c'était ça l'insuffisance cardiaque. On est sur des patients en classe 4, donc extrêmement sévères, extrêmement avancés, et donc une maladie létale à très court terme. Donc, il vous faut très peu de patients pour démontrer un bénéfice majeur, quand vous prenez des patients très sévères. Mais au fur et à mesure du temps des études d'insuffisance cardiaque, comme on a rajouté des couches de traitement efficaces, maintenant il faut beaucoup plus de malades et beaucoup plus de temps pour démontrer un bénéfice. Mais à l'époque, comme on se comparait à rien du tout, effectivement, une réduction de 40% du risque de mortalité, vous aviez des résultats très positifs à 6 mois sur des patients très sévères. Et ça vous prouve un peu la difficulté des études. Si vous sélectionnez des patients très sévères à inclure dans les études, vous aurez des difficultés à inclure et vous aurez un taux d'événement plus important et donc un bénéfice potentiellement plus marqué. Mais vous allez mettre plus d'argent sur la table parce que vous aurez moins de patients et ça va durer plus longtemps. Et si vous incluez des patients pas très sévères, vous aurez peu d'événements et donc il faudra beaucoup plus de temps d'études et beaucoup plus de malades pour montrer un bénéfice. On ne va pas faire le détail de toutes les autres études, mais après on s'est intéressé à des patients classe 2-3, puis à des patients en classe fonctionnelle 1. C'était le programme SOLVE curatif et le SOLVE prévention. Et donc globalement, la réduction de mortalité, le risque relatif de mortalité avec les IEC, il est d'autant plus marqué que vos patients sont très avancés dans la maladie. Mais même chez les patients en classe 1, les IEC sont validés. Donc comment vous utilisez les IEC? Chez des patients qui ont une vasoconstriction de base, vous allez commencer par des petites doses et vos pratiques dans l'insuffisance cardiaque ne sont pas les mêmes que dans l'hypertension. On va commencer par des petites doses, on réduit la dose de diurétique avant à la dose minimale nécessaire, voire on arrête les diurétiques. Plus votre patient est avancé dans la maladie, plus son SRA est activé, plus il va avoir de réponse à votre petite dose, donc vous êtes obligé d'y aller prudemment, avec une baisse de tension plus marquée, un effet sur la fonction rénale qui va être plus marqué. Vous évitez tous les autres vasodilatateurs, les alpha-bloquants prostatiques, ce genre de choses. On se méfie de la coprescription des AINS, qui sont pour le coup très délétères sur la fonction rénale. On va voir pourquoi. Vous surveillez votre tension, la fonction rénale, le iono, avant l'introduction, dans les jours suivants. Et après, c'est 1 à 2 semaines après chaque changement de dose.
Et après, c'est tous les 3 mois, théoriquement, en état stable. Dans les effets secondaires, donc la toux sous IEC, c'est quelque chose qui est indépendant de la dose. C'est 5 à 10%, c'est plus marqué chez les femmes, c'est plus marqué chez les Asiatiques, et ça disparaît sans problème après dans les jours qui suivent l'arrêt du traitement. Donc ça, c'est pas grave. Mais bon, ça peut faire tousser, donc quand c'est comme ça, vous switchez pour un certain temps. L'angioœdème. L'angioœdème, c'est la seule vraie contre-indication spécifique aux IEC. L'angioœdème, ce n'est pas un mécanisme allergique. Donc c'est des patients qui vont avoir notamment au niveau buccal, au niveau des lèvres, au niveau ORL, des phénomènes de congestion importants. Je ne sais pas si vous avez vu des patients des fois qui ont des lèvres très dilatées, des visages qui gonflent. Ça, c'est l'angioœdème. C'est lié à l'accumulation de bradykinine. Donc ce n'est pas un phénomène allergique. C'est simplement lié à l'accumulation de bradykinine. C'est plus marqué chez les sujets de race noire. C'est plus fréquent au début de l'utilisation du traitement que quand le patient est déjà traité depuis des mois. Et dans ce cas-là, on remplace l'IEC par un sartan. Et l'effet sur la fonction rénale. L'effet sur la fonction rénale, il est attendu, il est logique, il est classique et on ne doit pas en avoir peur. Quand vous mettez un bloqueur du SRA, dans à peu près 10%, voire des fois 20% des cas, vous vous attendez à avoir une dégradation de votre fonction glomérulaire. Votre créate, elle monte. Et elle peut monter de l'ordre de 20-30%, voire même des fois plus que ça. On a la même chose que ce soit avec les IEC, les ARA2 ou les ARM. Toutes les classes qui agissent sur le système rénine-angiotensine-aldostérone ont démontré le même effet. Et ça n'impacte pas le pronostic du patient. Si vous regardez dans l'étude SOLVED, les traits gris, c'est les patients qui sont qui aggravent leur fonction rénale. Donc là, en pointillé en bas, la courbe qui a le plus mauvais pronostic, c'est les patients qui sont sous placebo et qui dégradent leur fonction rénale. Donc eux, ils vont plus mal parce que ça traduit une maladie plus avancée, un SRA plus activé. En gris, le trait plein en haut, c'est les patients qui sont sous enalapril et qui dégradent leur fonction rénale. Ceux-là, ils ont le même pronostic que ceux qui ne dégradent pas leur fonction rénale. Donc, augmenter sa créate de 20-30% quand vous introduisez un bloqueur du SRA, ça n'impacte pas votre pronostic. Ça n'est pas grave. C'est attendu. C'est attendu parce que c'est mécanique. Et même, c'est un marqueur d'efficacité du traitement. Plus vous avez d'activation du SRA, plus votre créate va monter quand vous allez mettre le traitement. Pourquoi? Les sujets à insuffisance cardiaque, à l'état de base, ils ont une pression artérielle qui est plus basse, liée à l'effet de la pompe. Ils vont avoir une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, on l'a vu. Et l'activation de l'angiotensine 2 va induire une vasoconstriction de l'artériole efférente au glomérule. Donc vous augmentez le gradient de pression transglomérulaire entre l'artériole afférente et l'artériole efférente. C'est le principe d'une cascade. Hein. Si vous induisez une vasoconstriction sur l'artériole efférente, vous augmentez la pression dans la chambre de filtration et vous essayez de compenser votre hypoperfusion rénale par cette vasoconstriction efférente pour maintenir un débit de filtration glomérulaire. Donc, un des principes de l'activation du SRA, notamment sur le rein, c'est de maintenir la pression transglomérulaire et donc de tenter de maintenir le DFG alors même que vous avez une pression d'entrée dans le système qui est plus basse. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous savez que vous induisez un barotraumatisme sur vos glomérules et que vous perdez des glomérules. Et autant quand vous perdez du tubule, vous êtes capable d'en refabriquer en partie, autant sur les glomérules, les pertes de glomérules avec la perte néphronique en fonction du temps, elle est irréversible. Quand vous mettez un bloqueur du SRA, qu'est-ce que vous faites? Vous levez la vasoconstriction sur l'artériole efférente au glomérule, vous diminuez du coup la pression transglomérulaire et vous avez une diminution de la fraction de filtration et du DFG
à ce moment-là. Et plus vous aviez d'activation de vasoconstriction de l'artériole efférente, plus lorsque vous la levez, vous allez avoir une espèce d'à-coup et une augmentation de la créate, une baisse du DFG. C'est normal, c'est mécanique, c'est réversible, ça ne traduit pas une perte néphronique et ça n'est pas du tout associé à un mauvais pronostic. C'est un marqueur d'efficacité. Donc vous mettez un bloqueur d'ultra, la créate s'aggrave, c'est pas gênant. Vous vérifiez que votre patient ne soit pas trop vide, et si c'est un problème de volémie, vous levez le pied sur les diurétiques s'il en a, mais c'est pas grave, vous surveillez la fonction rénale. Vous n'arrêtez surtout pas le traitement. Encore une fois, hein, ceux qui vont le plus mourir, c'est ceux qui n'ont pas de traitement. Ceux qui ont un traitement et qui dégradent leur fonction rénale, cette courbe-là, ils n'ont pas un plus mauvais pronostic que les autres. D'accord? Les INS, pour le coup, ils vont induire une vasoconstriction de l'artériole afférente au glomérule. Donc là, pour le coup, on va vraiment bloquer le système et induire des vraies insuffisances rénales aiguës. Donc la coprescription IEC à INS, il faut vraiment l'éviter. Et donc pensez aux patients qui s'automédiquent ou qui se prennent des pommades à INS ou ce genre de trucs. Les bêta-bloquants, on est parti d'un traitement qui était formellement contre-indiqué. Je vous ai mis un texte qui vient du Lancet, publication 81. Donner un bêta-bloquant à un patient cardiaque est une forme perverse de traitement. Les dangers de l'utilisation de ce type de traitement. Attention, ça peut induire des chocs cardiogéniques, l'effet inotrope négatif. Attention, c'est dangereux. Donc les bêta-bloquants, ça a été très compliqué. D'abord, imaginez des patients cardiaques au début, donc ils sont hypotendus, ils sont congestifs, et on a commencé par leur donner des vasodilatateurs, alors qu'ils sont hypotendus. C'était pas forcément évident, et ça a marché. Ensuite, des patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche marquée, leur mettre un traitement inotrope négatif, là aussi, il a fallu renverser les tables pour arriver à forcer un petit peu les consciences. Et ça a marché. Et on est passé d'un traitement qui était formellement contre-indiqué, potentiellement très très dangereux, à un des meilleurs traitements qui réduit la mortalité dans la maladie. Avec CIBIS-2, par exemple, a été arrêté prématurément pour une surefficacité du traitement par rapport au placebo. Vous savez que quand on fait une étude sur un traitement, on prévoit des analyses intermédiaires pour voir s'il n'y a pas un signal d'aggravation importante du risque du critère primaire, par exemple. Donc, par exemple, je teste un médicament A, je le mets dans un groupe et l'autre groupe, il a un placebo. Je fais une analyse intermédiaire pour m'assurer que les patients qui reçoivent le médicament A ne vont pas plus mourir que les autres. Sinon, j'arrête. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous voyez que les patients qui reçoivent le traitement que vous testez meurent beaucoup moins que les autres, vous êtes en droit d'arrêter l'étude prématurément en disant « c'est bon, j'ai déjà le nombre d'événements que je veux, j'ai déjà l'efficacité, j'ai déjà démontré. Ce n'est pas logique, ce n'est pas éthique de poursuivre alors que je sais que les patients que je mets dans le groupe traitement, ils meurent beaucoup moins. » Donc c'est ce qui s'est passé dans la plupart des études sur les bêta-bloquants. Donc les bêta-bloquants, ça va réduire la fréquence cardiaque, évidemment, que ce soit en sinusal ou en F1. Ça améliore l'énergétique myocardique, ça réduit la consommation en oxygène, ça a un effet antiarythmique évident, c'est un très bon traitement pour le remodelage inverse du ventricule gauche, ça réduit les volumes, ça améliore la fraction d'éjection. Les bêta-bloquants, ça améliore la fraction d'éjection. Je vous vois ne pas réagir. Dans l'insuffisance cardiaque, les bêta-bloquants sont un traitement qui améliore fortement la fraction d'éjection. On met un inotrope négatif à des patients qui ont une dysfonction VG, et je vous dis que ça améliore la fraction d'éjection. Vous êtes tous frigorifiés, vous n'arrivez pas à réagir. Ça surprend personne. En fait, à l'époque, c'était pas si évident que ça. Et on a même démontré que les bêta-bloquants, sur des courbes pression-volume, ça améliorait la contractilité. La contractilité. Vous donnez un inotrope négatif, vous améliorez la contractilité. Pourquoi? Notamment parce qu'on va corriger la désensibilisation des récepteurs bêta.
à la surface des cardiomyocytes, les récepteurs bêta-1, à force d'être stimulés par le sympathique, sont internalisés et moins présents à la surface des cellules. Et donc vous avez moins d'efficacité de la stimulation sympathique parce que votre système réagit en internalisant les récepteurs. Et en fait, lorsque vous restaurez par l'utilisation des bêta-bloquants une moindre stimulation du sympathique, vous allez de nouveau resensibiliser vos cellules, remettre des récepteurs bêta à la surface des cellules, et du coup, induire ainsi une amélioration de la contractilité. Donc ce n'est pas à court terme, hein, ce n'est pas l'administration IV d'un bêta-bloquant qui améliore la contraction. Mais effectivement, on a démontré sur des analyses par exemple de DPDT que avant-après, la DPDT s'améliore, notamment par cette restauration de la sensibilité des récepteurs bêta. Quand vous mettez des bêta-bloquants dans un sang cardiaque, je vous ai dit le sympathique active le SRA active le sympathique. Donc quand vous bloquez le SRA, vous bloquez le sympathique. Et on a démontré que ça améliorait la qualité de vie, les performances à l'effort, etc. Donc les bêta-bloquants, c'est un des piliers du traitement d'insuffisance cardiaque. Efficacité majeure. Et pareil, ça s'introduit d'une certaine manière. Donc c'est à distance de la décompensation, à l'état stable, à l'état équilibré. Pas le patient qui sort tout juste de son choc cardiogénique, très tachycarde, et qui a un sympathique activé de manière évidente, parce que celui-là, effectivement, quand vous allez mettre votre bêta-bloquant, surtout si vous allez un peu vite, vous allez le planter, vous allez le dégrader. Et on sait qu'on n'arrête jamais brutalement un bêta-bloquant. Quand il est décompensé, on n'arrête pas le traitement, sauf quand ils sont en situation de choc cardiogénique. Et si jamais vous avez dû baisser les doses de traitement, de toute façon, vous revoyez les patients à distance pour reprendre la titration. La BPCO n'est pas une contre-indication. Les pneumologues, ils ont même fait des études pour les patients BPCO, ils meurent du poumon, mais ils meurent aussi du cœur. Et on s'est rendu compte que les patients BPCO qui prenaient un bêta-bloquant pour une indication cardio avaient des taux de mortalité moindres que les autres. Et donc les pneumologues ont même été jusqu'à tester l'efficacité des bêta-bloquants dans la BPCO pour voir si ça ne réduisait pas la mortalité cardiovasculaire. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas délétère. Donc la BPCO n'est surtout pas une contre-indication bêta-bloquant. L'asthme sévère, oui, mais encore une fois, nous, sur plusieurs milliers de patients, il y en a très très peu, je pense moins de 5, qui ne supportent pas des bêta-bloquants pour des raisons respiratoires. Et après, effectivement, ça va être tout ce qui est troubles conductifs, insuffisance chronotrope, tout ça. Et on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera les ARM et les IGLT2, sacubitril valsartan la prochaine fois.